Bonjour à tous. Donc nous sommes le mardi 1er juillet 2025 et avant de passer à la liste non exhaustive des installations qui ont été détruites par les missiles iraniens, je vais vous parler de quelque chose qui va vous intéresser. Le jeudi 21 novembre 2024, je mettais en ligne une vidéo intitulée Une information incroyable que vous ne verrez pas à la télé. Dans cette vidéo, je communiquais le résultat d'une étude que j'avais réalisée sur le nombre de morts à Gaza. À cette période, les médias nous parlaient de 40 000 morts. Pour obtenir une estimation valable, j'avais réalisé une étude comparative entre le bombardement de la ville de Dresde en Allemagne en 1945 et le bombardement du territoire de Gaza. La superficie de Dresde était à cette époque de 328 km², la superficie de Gaza était de 360 km². Donc une superficie relativement proche. La ville de Dresde comptait 950 000 habitants à cette époque-là et le territoire de Gaza 2 200 000 habitants en octobre 2023. Les bombardements à Dresde ont duré 3 nuits et ont fait environ 250 000 morts. À Gaza, l'aviation israélienne, fournie par l'armée américaine, a largué 80 000 tonnes de bombes. Il faut préciser que à Dresde, c'est 7 200 tonnes de bombes qui ont été larguées, des bombes que l'on qualifie de conventionnelles, et 1600 tonnes de bombes au napalm. Donc environ une quantité de 8000 tonnes de bombes. À Gaza, 80 000 tonnes de bombes pendant 330 jours de bombardement. Dans cette vidéo du 21 novembre 2024, j'ai déclaré que selon mon estimation, il y avait 400 000 morts à Gaza. Le 24 juin dernier, la prestigieuse université de Harvard, aux États-Unis, a publié une étude qui déclare que le nombre de morts à Gaza est d'environ 400 000 morts. Dans la vidéo que j'ai présentée le 21 novembre 2024, j'ai expliqué qu'à Gaza, il est impossible de compter le nombre de morts, la majorité étant sous des décombres et bien souvent très profondément dans les décombres des immeubles. Il faut donc compter les vivants. C'est ce qu'ont fait les étudiants de Harvard. Ils ont estimé qu'il restait environ 1 800 000 habitants à Gaza, sur une population qui comptait au départ 2 200 000 habitants en octobre 2023. Le nombre de morts à Gaza, principalement des enfants, va continuer à augmenter parce que les médias n'en parlent pas, puisqu'ils sont tous favorables à Israël et appartiennent tous au lobby de la finance. Donc voilà, c'est quand même intéressant de savoir que lorsqu'on fait un travail, que quelques mois plus tard, eh bien, les résultats de ce travail vont être confirmés par une université telle que celle de Harvard. Donc, c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les jours, donc j'ai voulu quand même vous en faire part. En ce qui concerne les destructions, voilà la liste que j'ai pu obtenir qui n'est pas, qui ne prend pas en compte toutes les destructions, mais nous donne quand même une idée de l'importance des destructions. Et pour cela, je vais partir du nord d'Israël pour redescendre jusqu'en dessous de Dimona. Alors, une base militaire dans le nord d'Israël qui est très importante, c'est la base militaire Al-Joubil, en grande partie détruite. Le port de Haïfa, qui est un port extrêmement important pour Israël, la base navale de Haïfa, en partie détruite. Le dépôt de pétrole
aux trois quarts détruit. La production d'électricité, on va dire très endommagée, elle fournit 55% de l'électricité en Israël. La raffinerie d'Haïfa, hors de service. La compagnie Raphaël, qui est une compagnie importante, en grande partie détruite. Principale production d'électricité, également détruite à côté d'Haïfa. Tel Aviv Airbase, qui est une base militaire importante à côté de Tel Aviv, en partie détruite. Les bâtiments du Mossad, Makar, c'est un peu le siège si on veut, a été en partie détruit, son directeur a été tué. Ben Gurion Airport a été très endommagé et pendant toute la durée des échanges, il était interdit de décoller ou d'atterrir à Ben Gurion Airport. La base militaire de Karia a été en grande partie détruite. Le centre scientifique Iserman, qui est un centre très important, a été totalement détruit. Selon les scientifiques, il faudra environ 3 ans pour reconstruire ce centre, auquel on pourra ajouter 1 an pour obtenir les échantillons qu'ils étaient parvenus à fabriquer au cours des 12 derniers mois. Le Scientific Research Center, complètement détruit. Guyat Gat Industries, en partie détruit. Le ministère de la Recherche militaire, en grande partie détruit. Centre de la recherche nucléaire, en grande partie détruite. Nevatim Airbase, extrêmement touchée. Avadir Airbase également. Et l'unité B202 est pratiquement en ruine. Donc voilà la situation suite à seulement 9 jours de tirs de missiles. Je peux vous dire sans aucun doute que les Iraniens avaient la capacité de continuer à tirer des missiles pendant 6 mois. Et en ce qui concerne Israël, ils ne possédaient plus qu'une semaine de missiles patriotes qui interceptent une partie des missiles iraniens. Et en ce qui concerne les États-Unis, je le sais de source sûre, la capacité industrielle des États-Unis est très limitée en ce qui concerne la production des missiles patriotes. Ce qui a été consommé en une semaine en Israël va demander 1 année de production dans les conditions actuelles. Alors il est possible qu'ils vont augmenter les capacités de production, mais s'ils restent sur ce niveau, ils sont capables de faire une guerre de 8 jours et rien de plus. Donc là, on est loin, si vous voulez, des discours de Trump, on va faire ci, on va faire ça, ben, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Et ce que je peux vous dire, c'est que le cessez-le-feu qui a été demandé par Israël, parce que j'en parlerai peut-être tout à l'heure, ils étaient dans une situation catastrophique. Donc, je vais revenir un petit peu sur une rubrique que j'ai préparée pour vous. Et donc, je vais me permettre de le lire, comme ça m'évitera d'improviser et des fois de partir dans des directions qui n'étaient pas prévues au départ. Alors que les progrès techniques réalisés depuis 2000 ans devrait permettre à l'humanité de vivre dans le confort et la paix. Nous vivons constamment dans la guerre et la souffrance. Tout cela parce que nous sommes dirigés par des menteurs et des hypocrites. La question que les journalistes devraient poser à nos dirigeants actuellement, pourquoi Israël aurait le droit de posséder 360 têtes nucléaires sans le déclarer, et l'Iran n'aurait pas le droit de fabriquer, en le déclarant, une douzaine de têtes nucléaires. Vous aurez compris qu'il s'agit là d'un prétexte. En réalité, le lobby de la finance veut remplacer le régime des mollahs par des dirigeants soumis au lobby de la finance. Par exemple, il pourrait mettre en place le fils de l'ancien Shah d'Iran. Cela permettrait de s'approprier les énormes réserves de pétrole et de gaz que possède l'Iran. C'est ce qu'ils avaient déjà fait en 1953, en écartant à la tête de l'État iranien Mossadegh, qui avait nationalisé les compagnies pétrolières installées en Iran.
C'est encore la CIA qui avait organisé cette opération qui allait permettre de 1953 à 1979 au lobby de la finance d'engranger d'énormes bénéfices pendant 26 ans. Pendant cette période, les prisons se remplissaient de tous ceux qui s'opposaient à ce régime et les salles de torture fonctionnaient jour et nuit. En 1979, le peuple iranien a mis en place un régime théocratique. C'est son choix. Ce n'est pas celui du lobby de la finance. Ce n'est pas celui des médias appartenant au lobby de la finance. Et c'est important de le savoir. Les États-Unis sont le premier producteur de pétrole au monde depuis plusieurs années. Ils produisent 12 millions de barils par jour, mais consomment 20 millions de barils par jour. Il leur reste 7 années de réserve. La question, où prendre les 12 millions de barils par jour dans 7 ans? Quand on pose la question, on comprend tout de suite et vous suivez du regard et on pense au Moyen-Orient. Donc, il y a en réalité deux problèmes. Le lobby de la finance qui veut continuer à mettre en place des gouvernements qui obéissent aux intérêts du lobby. Et puis, deuxièmement, comment maintenir le niveau de vie aux États-Unis avec 12 millions de barils par jour à se procurer à l'extérieur. Le lobby de la finance a tenté de déséquilibrer le gouvernement de Poutine en déclenchant une révolution en Ukraine, puis en provoquant une guerre en Ukraine dans le but de renverser le gouvernement de Vladimir Poutine afin de placer des équipes favorables au lobby de la finance. Mais cela a complètement échoué et le peuple ukrainien a perdu plus d'1 million d'hommes. Et ce pays va être démembré et sera réduit dans quelques mois à un petit territoire enclavé. La ville d'Odessa, qui donne accès à la mer, sera prise par les Russes, à mon avis, avant la fin de cette année. Ce sera le prix à payer pour cette aventure qui a coûté la vie à plus de 100 000 Russes. Le lobby de la finance a investi des milliards en Ukraine. Beaucoup, comme Zelensky, en ont profité. Mais le peuple ukrainien a perdu beaucoup de ses enfants et cela est irremplaçable. Il ne faut pas oublier que le but final de cette opération Orange était, pour le lobby de la finance, anglais et américain, était de mettre en place en Russie un gouvernement favorable au lobby et de s'approprier les énormes richesses que possède l'immense territoire russe, de quoi s'enrichir pendant 2 siècles. Le lobby voit loin. Comment vont-ils récupérer les milliards de dollars perdus dans cette opération? Peut-être en s'appropriant le Groenland. Au Proche-Orient, la situation oscille entre une comédie de mauvaise qualité et une réalité tragique. La population civile de Gaza vit dans une souffrance et une angoisse surréaliste depuis 20 mois. Comment les dirigeants de tous les pays peuvent-ils supporter cette situation inqualifiable sans rien faire depuis des mois? Chaque jour, des enfants meurent de faim à Gaza. Chaque jour, des enfants sont blessés, puis meurent faute de soins. Cette situation perdure parce que Israël possède 360 têtes nucléaires et menace tous ceux qui voudraient intervenir de les rayer de la carte. Israël possède en toute illégalité 360 têtes nucléaires et interdit à l'Iran le droit de fabriquer une bombe. Avec George Bush Jr., nous avons connu en 2003 le spectacle en direct de la destruction de l'Irak, puis le spectacle de la pendaison de Saddam Hussein, grand ami de Jacques Chirac et de beaucoup d'autres chefs d'État. Aujourd'hui, nous assistons à une guerre sous la forme de farce,
entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis préviennent l'Iran que des bombardiers B-2 vont détruire 3 sites d'enrichissement d'uranium et les Iraniens transportent le matériel dans d'autres régions, puis évacuent tout le personnel juste avant le bombardement. Puis l'Iran informe les États-Unis qu'ils vont envoyer 6 missiles sur la base la base militaire qui est installée au Qatar. Et les militaires américains vont se mettre dans les bunkers de façon à ce qu'il n'y ait aucun blessé américain. En ce moment, il y a 2 guerres. Une première guerre est une vraie guerre entre Israël et l'Iran. C'est le combat d'un poids coq contre un poids lourd. Le poids coq utilise tous les coups possibles, même les coups bas. Et le poids lourd réplique de façon mesurée quelques coups sans trop les appuyer. Mais l'écart est tellement énorme que le camp américain jette l'éponge avant que son poulain soit complètement détruit. La deuxième guerre se déroule par médias interposés, avec comme vedette principale Donald Trump, qui doit jouer un rôle qui ne lui convient pas. Il voudrait éviter de faire une guerre de grande ampleur, mais le lobby est là et il doit faire semblant. Oui, mais pendant combien de temps? Donc voilà, c'était ma rubrique pour aujourd'hui. On peut donc, la situation est actuellement celle d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire une situation provisoire, précaire, où d'une façon générale, les Israéliens s'autorisent de reprendre à tout instant, sous un prétexte quelconque, des bombardements ou des assassinats ciblés, puisque c'est leur spécialité. Et de l'autre côté, on a tout un monde qui évolue. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les Iraniens ont accepté le cessez-le-feu, c'est parce que Poutine a vraiment beaucoup insisté pour qu'il l'accepte, parce que lui savait très bien que dès que Israël serait en grande difficulté, elle utiliserait l'arme nucléaire contre Téhéran. Il voulait éviter à tout prix qu'on passe à cette étape. Ce n'est peut-être que partie remise. Et surtout, le point important, et ça il faut bien le savoir, c'est que Poutine et tous les membres de son gouvernement, toutes les personnes qui ont des responsabilités en Russie, en ont par-dessus la tête de ce lobby de la finance qui veut diriger d'une façon hégémonique le monde entier et remplacer des gouvernements qui sont démocratiquement élus par d'autres. Hein. Ils l'ont fait en Ukraine, ils l'ont fait dans d'autres pays. Ils nous ont organisé mai 68 à l'époque, etc. Donc, pour se débarrasser du général de Gaulle. Et donc, tous ceux qui ne sont pas favorables au lobby de la finance, eh bien, soit on les assassine, soit on organise une révolution ou quelque chose de ce type. Eh bien, ce monde va bientôt arriver à son terme. La Russie se prépare, à mon avis, pour faire la guerre aux États-Unis, et tant qu'elle ne s'estimera pas prête, sauf si elle était obligée, elle repoussera l'échéance, elle demandera à l'Iran ou à d'autres d'accepter de faire des concessions jusqu'au moment où ils estimeront qu'ils seront prêts. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des nouveaux sous-marins russes qui sont actuellement en construction. Ce sont des éléments qui vont certainement faire la différence dans la prochaine guerre qui sera la Troisième Guerre mondiale et qui est en train de se préparer à la fois dans les bureaux d'études, mais en même temps dans les états-majors et dans les usines. Donc, ce nouveau type de sous-marin, je vous parlerai quelles vont être ses particularités. Et là, on sera bien sûr entre la conception d'un sous-marin et puis la mise en production en série, il va se dérouler du temps. Donc c'est certainement pour cela que constamment Poutine freine, aussi bien en Ukraine qu'ailleurs. Mais ce qui est, par contre, à mon avis, ce qu'on va voir dans quelques temps, c'est que la Chine va jouer un rôle important aux côtés de l'Iran
Et là, on va voir, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc, à la semaine prochaine et bonnes vacances pour ceux qui partent maintenant en vacances.